60 minutes business, BFM Business avec vous. Avec vous, avec nous et avec Lorraine Goumeau, qui n'est pas avec nous ici à Paris, mais qui est à Lyon. Bonjour ma chère Lorraine, puisque dans le cadre d'un événement organisé par BPI France, on planche aujourd'hui sur la transition écologique des entreprises. Ah forcément, fallait qu'on en soit, Lorraine, hein. Mais évidemment, vous savez que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à BFM Business et qui préoccupe nos auditeurs, nos téléspectateurs. Vous allez voir ça. On est à Lyon en direct de l'événement BPI. Ici, on est avec des entreprises, des entrepreneurs au masculin et au féminin pour réfléchir très concrètement aux solutions qui existent pour faire face à l'urgence climatique. On est avec Anne Guérin. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la directrice du financement et du réseau de BPI France qui organise cet événement. Donnez-nous le pouls pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Quelle est l'ambiance ici? Est-ce qu'on est déprimé? Est-ce que c'est anxiogène? Est-ce qu'on est pragmatique? Est-ce qu'on est optimiste? Quel est le pouls de la situation? On est au travail. La ruche est au travail. Tout le monde travaille dans les ateliers, à réfléchir à l'éco-conception, par exemple. On prend des cours sur la taxonomie. On va faire un diagnostic de son entreprise. On écoute des startups qui pitchent. Tout le monde travaille. On est là pour co-construire des solutions. La transition, c'est un chemin exigeant, c'est un chemin nécessaire pour toutes les entreprises, mais notre ambition à Joureux, c'est de le rendre possible, de raconter les solutions qui existent, de permettre aux dirigeants d'échanger entre eux pour trouver le meilleur chemin vers cette transition. Alors un mot quand même, on est à Lyon. Pourquoi le choix de la ville de Lyon? Lyon, c'est la capitale de l'Aura, de la région Aura. Et c'est une région extrêmement industrielle, c'est une région où il y a beaucoup de green tech. Et chez BPI France, on veut faire émerger des solutions, des startups innovantes. Il y en a énormément dans la région lyonnaise. Donc on a choisi cette région parce que ça représente 20% de nos interventions sur le climat, plus que le PIB de la région. Donc on a un écosystème qui est très dynamique en région lyonnaise. Et puis, vous savez, le climat, l'écologie, ça se joue au niveau local. Le plus important, c'est que les entreprises travaillent entre elles. Nous avons aujourd'hui ici une bourse aux déchets, par exemple, qui permet de proposer des déchets à recycler, qui permet à des gens qui souhaitent recycler de prendre ces déchets. Donc l'économie circulaire, c'est pareil, elle se joue au niveau local. Voilà, au niveau local, on est au travail. Merci Anne d'avoir donné un résumé de l'ambiance ici au travail. On va continuer avec notre séquence de questions-réponses. Merci beaucoup Anne Guérin, directrice du financement et du réseau de BPI. Alors on va enchaîner, vous savez, c'est l'heure où on fait notre traditionnelle question-réponse d'auditeurs. J'accueille deux nouveaux invités. Il s'agit d'abord de Julie Giovanetti. Bonjour Julie. Bonjour Lorraine. Vous aussi, vous êtes de l'équipe BPI France. Vous êtes responsable accompagnement transition environnementale à BPI France. Bonjour à vous. Et on est aussi avec Alexandre Sévenet. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Nepsen. On va mal résumer ce que vous faites, mais vous êtes un bureau d'études qui accompagne les entreprises dans la transition écologique. Oui, même éco-énergique, écologique et énergétique. Bon, avec vous, on va essayer de répondre à cette vaste question. On a eu du mal à la cerner. Comment on fait pour inscrire son entreprise tout simplement dans l'économie circulaire? On en parle beaucoup, mais très concrètement, comment on fait? Alors, cette question pour vous, Julie, pour démarrer, par quoi on commence quand on veut s'inscrire, s'engager dans l'économie circulaire? Alors, par quoi on commence? C'est comme toute chose, Lorraine, comme si vous voulez démarrer un régime, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on se pèse et on voit de où on part. Donc on mesure, on se dit, tiens, c'est quoi mon objectif? Vers quoi je veux aller? Et je décide de m'engager dans ma transition et je pilote, c'est-à-dire que je regarde mes progrès. Donc concrètement, BPI, on va proposer des produits qui s'appellent le Diag EcoFlux, Diag Décarbonation, où sont des experts, comme Nepsen en parlera. Donc des têtes super bien faites qui viennent dans votre usine, dans votre restaurant, dans votre hôtel et qui vont regarder vos flux. Donc combien vous consommez d'énergie, d'eau, vous produisez de déchets et combien vous émettez de gaz à effet de serre. Donc ça, vous mesurez et après, vous avez vos actions. Je vais éteindre plus la lumière, je vais passer à la voiture électrique et ça, je vais du coup mesurer petit à petit où ça m'emmène. Et je pilote mes progrès et à chaque fois je m'améliore et quand je suis content du coup je suis encore plus motivée. On mesure, on prend le pouls, on fait des diagnostics et on agit. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire agir, Alexandre? Donnez-nous des exemples concrets d'actions que les entrepreneurs peuvent prendre. Alors concrètement, on peut agir sur 3 leviers, la sobriété, l'efficacité, puis à la fin la substitution. Dans le cas d'un diagnostic, un expert, un ingénieur éco-énergéticien, comme on dit chez nous, va venir visiter l'entreprise, mesurer et mettre des instruments de mesure si nécessaire, pour mettre en rapport son fonctionnement
concret de tous les jours. Si c'est une usine, c'est le nombre de produits qu'elle fabrique, le nombre d'heures de fonctionnement, avec l'énergie qu'elle consomme. Tout ça va nous permettre de trouver des solutions pour diminuer sa consommation en travaillant sur la production des utilités, le chaud, le froid, la vapeur, l'air comprimé, etc. En travaillant aussi sur la façon de fabriquer les produits, puisque on peut penser sa conception de produit d'une autre manière. Aujourd'hui, c'est un des sujets de plus en plus en vogue, pour avoir un impact écologique et énergétique bien meilleur. On parle toujours, il y a souvent cet esprit de coût qu'on associe à l'écologie. Devenir green, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contraintes qui viennent cornaquer un peu l'esprit et la capacité à réfléchir ? Alors non, ça coûte pas cher. Ça coûte cher si on regarde un horizon 18 mois ou 2 ans. Alors malheureusement, beaucoup d'usines en France, par exemple, ont une durée de vie potentielle qui effectivement les contraint à rester sur des projets qui ont des temps de retour inférieurs à 2 ans. Mais si on se projette un peu plus loin, ça ne coûte pas cher. Au contraire, ça fait des économies. Les contraintes qu'on rencontre, c'est d'abord des contraintes culturelles. On pourra en reparler peut-être après, mais il y a aussi des contraintes techniques. On ne peut pas tout faire. Des contraintes économiques, évidemment. On a un niveau d'investissement qui est limité, mais aussi beaucoup de contraintes réglementaires, avec des exemples très concrets de projets qui pourraient se faire, mais qui, pour des raisons réglementaires, ne peuvent pas être mises en œuvre. Ces contraintes réglementaires, entre autres, c'est des choses que vous observez à BPI, sur lesquelles vous accompagnez vos clients ? Oui, tout à fait. J'ai un exemple, une entreprise qui fabrique des ampoules, des poches médicales. Et donc, quand ils veulent recycler les poches qui sont en plastique, ils aimeraient passer sur des produits biosourcés. Donc arrêter le fait que ce soit fait à base de pétrole. Mais malheureusement, la réglementation de la santé interdit de passer par du plastique biosourcé. Donc là, il faut remonter d'un niveau, aller voir les lobbies pour faire changer la réglementation. Donc les choses bougent. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie pour les dirigeants, c'est certain. Bon, on a quelques questions très concrètes de nos auditeurs, de nos auditrices. On nous demande notamment, de manière pragmatique, comment on fait pour analyser, pour mesurer l'impact environnemental d'une usine. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse, Alexandre ? Alors l'impact environnemental au sens large, ça veut dire travailler sur tous les flux. Donc les flux, certains sont déjà mesurés pour des obligations réglementaires que les usines doivent respecter. Des flux de quoi ? Donnez-nous des exemples. Les flux d'énergie, les flux d'eau, les flux de gaz émis. Donc l'impact sur la nature est surveillé pour un certain nombre d'usines. Mais surtout, donc, comme je disais tout à l'heure, on va mesurer pour calculer ce qui est possible de faire. En tenant compte de toutes les contraintes qu'on a évoquées, on va essayer de trouver des pistes d'action. Et tout ça avec une vision globale. En fait, ce qui est vraiment important pour réussir la transition de son business model, c'est de ne pas accumuler une séquence d'actions qui sont incohérentes entre elles. Il faut vraiment avoir cette capacité à avoir une vision globale. C'est d'ailleurs pour ça que chez Nepsen, nos ingénieurs travaillent sur l'ensemble du cycle. Audit, mise en œuvre des solutions préconisées, puis suivi d'exploitation derrière. Si je peux me permettre, je compléterai. On mesure aussi les déplacements des salariés, combien d'essence ils mettent dans leur voiture, l'utilisation de l'appareil informatique, qu'est-ce que ça génère comme consommation aussi énergétique. Enfin, il n'y a pas que ce que produit l'usine. Alors, vous parlez d'une vision globale. Alors peut-être pour vous, Julie Giovannetti, on rappelle que vous êtes responsable accompagnement transition environnementale chez BPI France. Comment on passe d'un produit, d'un service tel qu'il est à T0, à un produit, à un service éco-conçu demain? Comment on fait le grand saut? Alors, la première chose, elle est assez technique, c'est se dire par quoi je peux remplacer la matière première de mon produit. Ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, il faut aller voir ses fournisseurs en leur disant, voilà mon projet, est-ce que tu peux remplacer ce qui est pétrochimique par de la bioressource? Les salariés, que eux-mêmes commencent à être plus vertueux, soit dans le projet. Les lobbying, je parlais tout à l'heure, et les clients, que les clients acceptent potentiellement de payer un peu plus cher un produit qui sera mieux pour la planète. Bon, on est avec un patron d'entreprise. Vous corroborez ce que nous dit Julie ? Oui, on peut compléter. L'éco-conception, c'est aussi la façon de concevoir le produit de telle sorte qu'ensuite, pendant sa durée de vie, il sera moins émetteur, moins consommateur d'énergie par exemple, et qu'ensuite, en fin de vie, sa réutilisation ou son recyclage soit beaucoup plus simple, qu'on puisse le réparer. Par exemple, la réparabilité, c'est aujourd'hui un concept qui est de plus en plus important, qui va devenir réglementé d'ailleurs, parce que y a un enjeu énorme. Typiquement sur l'informatique, par exemple, l'empreinte numérique qui est un vrai sujet pour les entreprises, si on arrive à avoir un parc de PC qui, au lieu de durer 3 ans, dure 5 ans, c'est juste énorme en fait, en termes d'économie pour la planète. Bon, Julie, Alexandre, il nous reste une grosse minute, mais très concrètement, on va évidemment parler aussi des
salariés parce qu'ils font partie, en tout cas, des personnes concernées en tant souvent que citoyens ou que consommateurs par l'environnement. Mais pour le dire comme ça, et je vais vous citer à nos auditeurs, ce n'est pas la motivation des salariés qui fait baisser la facture énergétique. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce que BPI répond à ça? Alors, ça ne fait pas baisser la facture énergétique. En revanche, une entreprise qui ne ferait aucune action et ne serait pas engagée, c'est le risque de voir les jeunes démissionner, partir. Et ça coûte de l'argent de recruter à nouveau. C'est le risque de perdre des appels d'offres parce qu'on n'est pas suffisamment green. Effectivement, un salarié qui comprend aussi pourquoi, peut-être qu'il acceptera d'être un peu moins chauffé, de changer moins souvent son téléphone, de faire du covoiturage. Je pense que c'est excessivement important que le salarié soit impliqué. Oui, je voudrais compléter, c'est faux. Nous, on a une grosse activité bâtiment également. Donc bâtiment, qui dit bâtiment tertiaire. Il y a une association qui s'appelle l'IFEB qui organise le championnat de France des économies d'énergie tous les ans. Et le record d'économie d'énergie pour l'instant sur un bâtiment en une année, c'est 57% d'économie d'énergie sans toucher aux équipements ni au bâtiment lui-même. Uniquement avec une meilleure utilisation, une meilleure exploitation du bâtiment. Et ça vient des salariés. Ce sont les salariés qui inscrivent leur bâtiment à ce concours-là et qui derrière motivent l'ensemble du personnel à effectivement diminuer la température, éteindre la lumière, mettre des consignes différentes, la ventilation aussi. Et toutes ces petites économies mises bout à bout peuvent représenter des montants colossaux. Quand on parle de 57% d'économie d'énergie uniquement avec de l'usage, c'est juste colossal. Bon, donc salariés, motivés, égale changement garanti. C'est un début en tout cas. Bon, je vous remercie tous les deux. On était avec Julie Giovannetti qui est responsable accompagnement transition environnementale, tout est dans votre titre à BPI France, et puis avec Alexandre Sévenet qui est le président de Nepsen. En introduction, on disait qu'on était au travail. Est-ce que vous sentez l'ambiance de travail ici ? Oui, absolument. Il y a plein de solutions qui émergent et puis des rencontres qui donnent des idées pour encore plus agir en faveur de la lutte contre le changement climatique. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on retourne à Paris pour une petite fenêtre publicitaire et on se retrouve tout de suite après pour recruter. On se retrouve dans un instant, Lorraine, et puis on va recruter pas dans n'importe quel secteur, dans la green tech évidemment, cette circonstance aujourd'hui.